think we can start now. So welcome Donc, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue à tout le monde à ce format un peu différent de présentation que nous avons actuellement, car le docteur Alain Kassoura n'est pas parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, il n'avait pas le temps de participer aujourd'hui, mais il a préparé un enregistrement et nous pouvons écouter cet enregistrement. Il n'y a pas la possibilité de lui poser des questions dans le chat, malheureusement, et il n'y aura pas la possibilité d'obtenir des réponses. Mais donc, juste quelques informations générales. Et il est ostéopathe depuis 40 ans et il adore les chevaux. Aujourd'hui, il va parler de l'interdépendance du corps, des émotions et de l'esprit. Il va parler un peu de l'énergie et de l'importance de la présence et de l'intelligence de nos cœurs en tant que l'endroit où se trouve notre intuition. Je pense que ce sont des sujets très essentiels et très profonds. J'ai hâte d'entendre l'enregistrement. Amusez-vous bien avec. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre congrès pour parler de la dimension psychothérapeutique dans la pratique de l'ostéopathie. Alors, ce topo est vraiment issu de ma pratique. Nous allons parler de psychothérapie et nous allons parler d'ostéopathie. Nous allons surtout parler d'ostéopathie et donc nous devons parler de style. Style nous propose une approche qui est globale et quand il dit « je découvre en l'homme un univers en miniature », je trouve la matière, le mouvement et l'esprit, on est interpellé par cette phrase. Un univers en miniature. Un univers signifie que nous avons des terres inconnues et nous ouvre les portes du mystère. Obligatoirement, l'homme dépasse ce que nous pouvons appréhender spontanément. Donc, les portes de l'inconscient s'ouvrent ici. Il rencontre la matière. C'est normal qu'il rencontre la matière en posant les mains sur le patient. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il dit qu'il rencontre l'esprit. Comment peut-on rencontrer l'esprit? En posant les mains sur le patient. C'est quand même étrange. Et puis, il dit qu'il rencontre le mouvement. Et le mouvement, on le conçoit bien quand il s'agit du mouvement du corps, mais c'est plus étonnant quand il s'agit du mouvement de l'esprit. Et le mouvement, c'est le mouvement dans la matière, c'est le mouvement de l'esprit, et c'est aussi le mouvement entre le corps et l'esprit. Et le mouvement devient en fait une information qui circule dans la matière, dans l'esprit, et entre les deux. Une information en mouvement. Le mouvement nous évoque l'énergie. Quand il dit qu'il rencontre la matière, l'esprit et le mouvement, on pourrait dire qu'il rencontre le ciel, enfin la terre, le ciel et l'homme. Et l'homme, à ce croisement de la matière et de l'esprit, est aussi constitué d'émotions. L'émotion qui est les émotions qui sont en mouvement perpétuel, dans un mouvement qui est extrêmement rapide, encore plus rapide que le mouvement presque de la matière ou de l'esprit. Donc, on voit cette trinité qui peut nous renvoyer à l'image taoïste des trois dantians. On retrouve donc l'homme entre le ciel et la terre dans sa globalité. Ce qui fait que touchant l'homme avec nos mains, il est évident que nous ne pouvons pas considérer que nous ne touchons que son corps. Car le toucher, c'est bien la clé de l'ostéopathie. Nous travaillons avec nos mains. Et que nous en ayons conscience ou pas, les mains posées sur le patient entrent en interaction avec toutes les dimensions du patient, avec la matière, avec l'esprit et avec le mouvement. Le mouvement, cette information qui circule dans la matière, dans l'esprit, entre la matière et l'esprit, ces émotions qui sont là. Donc, en fait, on voit que d'emblée, l'ostéopathe, en abordant la globalité, contacte la psyché. Le toucher, donc, s'intéresse à la matière. Quand il s'intéresse à la matière, le praticien ressent un senti.
Mais quand il s'agit des émotions, il y a un ressenti. Et quand il s'agit de la pensée, il y a une représentation. Donc, le toucher, concernant ces trois différents champs, ces trois différents corps, physique, émotionnel, mental, sollicite trois éléments différents que sont le senti, le ressenti et la représentation. Le toucher révèle un territoire, une main posée sur une épaule, sur un foie, va réveiller ce territoire. Et il va créer une relation. Nous sommes des êtres relationnels. Par le toucher, nous avons rencontré notre maman, notre papa. Nous avons rencontré notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants. Par le toucher, nous avons rencontré des traumas. Et le toucher réveille tout cela. Donc, il nous renvoie à des relations que nous avons déjà eues. Le toucher nous renvoie en fait à notre histoire présente, consciente ou refoulée dans le passé, parfois oubliée, parfois même inconsciente. Donc, on voit que le toucher sollicite la psyché. Il réveille la psyché, il réveille le conscient et l'inconscient. Alors, qu'est-ce que la lésion ostéopathique? Concernant le corps physique, c'est très clair. La lésion ostéopathique, la dysfonction ostéopathique, c'est une compression avec une déviation. C'est une perte de mouvement dans le corps, avec une augmentation de la densité, une augmentation de la tension. OK. Un sacrum qui est bloqué, hop, il y a une perte de mouvement, il y a une augmentation de la tension loco-régionale, il y a une augmentation de la densité. Mais que peut être une lésion ostéopathique au niveau du corps émotionnel, au niveau des émotions? Ben, c'est très simple, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal dans la vie d'avoir peur, c'est normal dans la vie d'être en colère. Mais ce qui est moins normal, c'est quand la peur ou la colère devient présente à tous les instants de ma vie dans un territoire et règne en maître. Autrement dit, au lieu de circuler librement, la colère devient figée. Il y a une perte du mouvement de l'émotion et il y a une densification, une tension. Et dans un territoire, on peut rencontrer une émotion cristallisée. On retrouve exactement la même définition pour le corps émotionnel que la définition de la dysfonction ostéopathique pour le corps physique. Si on fait référence maintenant à la pensée, au mental, et c'est normal d'avoir des pensées et que les pensées se succèdent, évoluent, etc. Mais quand je suis persuadé que je ne suis bon à rien, que je suis un incapable, ça devient une forme de pensée qui tyrannise tout le reste. Donc en fait, on voit qu'il y a des dysfonctions qui ont les mêmes, dans les différents corps, physique, émotionnel, mental, qui ont les mêmes caractéristiques. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on considère par exemple une dysfonction purement physique, le blocage d'une lombaire L4 sur L5, il y a cette dimension physique. Mais dans les tissus, au-delà de la dimension physique, il y a une dimension émotionnelle engendrée par le physique. Ah, j'ai mal au dos et tout d'un coup, je ressens une peur. Et une dimension mentale, est-ce que je n'aurais pas un cancer? Donc, une problématique physique engendrer une réaction émotionnelle et une réaction mentale. Ce qui fait que dans la dysfonction, je vais avoir toutes ces informations sous mes mains. Au niveau physique, je vais avoir l'élément physique, mais aussi l'élément émotionnel qu'il a engendré et l'élément mental qu'il a engendré. Là, on fonctionne du physique vers l'émotion, vers la pensée. Et ça peut très bien fonctionner d'une autre façon. Ah, j'ai une tristesse infinie, hop, je suis saisi par la tristesse. Et tout d'un coup, ma posture va changer physiquement. Et peut-être que je vais engendrer une dysfonction physique. Et puis peut-être aussi ma pensée va changer. Et l'image que je vais avoir de moi-même va changer. Donc, une dysfonction émotionnelle va avoir une répercussion sur le physique et sur le mental, et ainsi de suite. Donc, il y a une interaction entre ces trois corps, et au niveau de chacun, on retrouve les deux autres dimensions.
le potentiel ostéopathique, c'est justement de travailler à la rencontre de ces trois éléments qu'on sent sous nos mains. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une première consultation quand un patient arrive? Il exprime une problématique. C'est la problématique qu'il présente. Ce n'est pas forcément celle qui est la plus importante, mais c'est celle qui le fait venir. Derrière, il y a peut-être d'autres raisons non exprimées. Et je suis là pour l'écouter. J'écoute, je vois comment il se comporte, etc. Et ensuite, je vais poser mes mains sur lui. En posant mes mains sur lui, je vais recevoir des informations physiques. C'est lui qui va me toucher là tout d'un coup. Je vais recevoir des informations physiques. Je vais voir comment est-ce qu'il réagit aussi, comment est-ce que ma main, cette interface qui est ma main, interagit avec lui. Donc, je vais recevoir des informations émotionnelles, des informations mentales. Donc, en fait, dans cette première rencontre, je vais avoir des éléments qui vont me permettre de dérouler un fil. Et ce fil, je vais le dérouler non pas en fonction de ce qui a été verbalisé, mais en fonction de ce que je vais sentir sous mes mains. Sous mes mains, je vais avoir des informations qui vont m'amener vers un chemin, au service du patient. En aucun cas, je ne veux, moi, lui imposer un chemin. Je suis à son service et mon intention est de répondre à sa demande. Mais parfois, la réponse de sa demande nous entraîne vers des profondeurs insoupçonnées. Donc, dans cette première rencontre, on voit que l'équilibre est fragile. La main, c'est l'interface. On voit ici que le cheval pourrait très bien partir, reculer, effrayer ou s'avancer. C'est un temps d'écoute subtil qui se fait dans le silence. Il y a le temps de verbalisation, le temps où le patient est assis, mais le temps de la consultation, c'est un temps où les mains se posent et où là, il y a d'autres informations. Ce sont ces informations-là que je vais suivre. Et puis ensuite, il va y avoir les consultations qui vont se succéder. Et au fil des consultations, le thérapeute va devenir un fulcrum, un point d'appui sur lequel le patient va pouvoir dérouler ses tensions physiques, émotionnelles, mentales. Et donc, la thérapie va prendre sens à travers ce corps à corps, à travers ce main à peau ou ce peau à peau, à travers cette dimension physique créée par le toucher, la thérapie va se développer. Et là, le thérapeute sera le point d'appui, le fulcrum. Et sa présence est ici fondamentale. Son attention, son intention, l'absence de volonté, l'absence de prise de pouvoir. C'est pour ça que le thérapeute doit beaucoup travailler sur lui. Parce que le thérapeute soigne avec ses limitations, avec ce qu'il est, avec sa représentation qu'il a du patient, du monde. Il soigne aussi avec ses bagages. Avec tout ce qui traîne comme bagage. Et il doit s'en dégager au maximum pour pouvoir tendre à être dans une écoute bienveillante et interférer le moins possible, ce qui est bien sûr une illusion. Alors, dans cette approche-là, il y a une symbolique du corps et des organes qui est à notre disposition et qui peut nous guider, qui peut nous donner des indices. Alors, il y a beaucoup de référentiels, la médecine traditionnelle chinoise, l'arbre chakrique, l'arbre des séphirotes, la symbolique de la croix, les travaux de Susnel, de Hammer, de Lise Bourbeau, il y a beaucoup de références. C'est bien d'avoir ces notions-là, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est que la symbolique parle au patient, que le patient trouve lui-même la symbolique qu'il va mettre derrière les symptômes physiques. Et nous sommes là, en fait, pour l'aider dans cette découverte, pour proposer, pour guider. Et puis, pour savoir si on est juste, mais nous avons notre baromètre. Notre baromètre, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a l'évocation d'une symbolique particulière, mes mains sentent que dans le corps, il y a moins de tension, moins de densité, plus de mouvement. Là, je me dis, ah, je suis sur une piste intéressante.
Si, à l'évocation d'une symbolique dans le corps, rien ne se passe, a priori, c'est peut-être que je suis à côté. Si dans le corps, à l'évocation d'une symbolique, je ressens qu'au contraire, le corps se referme, se resserre, plus de tension, plus de densité, moins de mouvements, ça me peut peut-être dire qu'on est vraiment dans le vrai, mais on rentre vraiment dans le dur. Et là, ça va être difficile, il va falloir prendre des précautions, etc. Parce que là, le patient risque de traverser une tempête intérieure. Donc, en fait, mes mains sont tout le temps mon baromètre. Et donc, je n'assène pas des vérités. Je ne dis pas, oui, le poignet, c'est un poids qui est nié. Non, je laisse le patient cheminer à travers le travail et je le guide. Je lui suggère des options, etc. Alors, quelle est la place du verbe, direz-vous? Mais l'ostéopathie est avant tout non verbale. Mais il y a une interaction entre le corps et le verbe. Le verbe s'est fait chair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois l'expression du corps suscite des mots. Je sens des choses dans mon corps et tout d'un coup, ça me renvoie à une histoire, une mémoire, etc. Et tout d'un coup, je me mets à parler. Parce que les mains étaient posées au bon endroit, au bon moment, avec la juste présence. Il y a un réveil qui se fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la verbalisation fait réagir le corps. Et c'est le baromètre dont je parlais, qui est très intéressant. Je pose les mains sur le patient, il me dit quelque chose, le patient me dit quelque chose et je sens comment son corps réagit à ce qu'il dit. Ou je lui dis quelque chose et je sens comment le corps réagit à ce que j'ai dit. Et tout ça me guide. Donc en fait, cette interaction entre le corps et l'esprit est très importante, entre le corps et le verbe est très importante et fondamentale. Mais le verbe, en fait, vient après. Mais le verbe vient pendant. Mais le verbe n'est pas décisif. Le verbe, par contre, accroît la conscience et ça, c'est important. Alors, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'on voit que la place du thérapeute est particulière. La place de l'ostéopathe est particulière ici. Il n'est pas dans sa toute-puissance. Il n'arrive pas avec ses connaissances. Non, il y a vraiment un échange d'informations par l'interface de la main. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le patient qui est touché, au fond, par les mains du thérapeute, en fait, touche le thérapeute. Le processus s'inverse. Et le thérapeute reçoit des informations du patient par cette interface qui est la main. Donc, on voit en fait qu'on retrouve ici cette notion chère à la psychanalyse de transfert et de contre-transfert. Celui qui touche est touché, le thérapeute est touché, et le patient qui est touché touche. Donc, on voit que ces rôles, en fait, s'inversent parfois, et donc c'est là qu'on a la dynamique, ce va-et-vient entre le patient et le thérapeute qui s'installe. Et c'est là que le thérapeute se doit d'être particulièrement aligné, d'être un fulcrum pour intervenir le moins possible avec toutes ces valises. Au contraire, laisser une ouverture maximum au patient. Alors, on a parlé de la symbolique du corps, on peut parler de la symbolique des techniques. C'est intéressant de voir qu'on peut mettre des symboliques différentes dans les techniques. La technique occiput-sacrum, où j'ai le patient entre mes mains, entre le sacrum et l'occiput. Les patients évoquent souvent un ressenti régressif. Ils ressentent le bercement de la mère, ils se retrouvent dans le milieu aquatique de la vie intra-utérine. Donc, il y a cette dimension régressive qui est parfois très porteuse pour le patient, une dimension très horizontale, je dirais, qui relie à la mère. Et le thérapeute peut être dans cette intention-là. Mais la même technique, avec une intention différente chez le thérapeute, peut devenir très structurante, très verticale, avec une relation au père, avec la structure qui se crée entre l'appui sur le bassin sur le bassin vers la terre et l'élévation vers le ciel. Donc, on voit que selon l'intention, la symbolique d'une technique et le vécu d'une technique pour le patient change. Alors, maintenant, je vais illustrer quelques cas, en fait,
je vais illustrer mes propos par quelques cas. Alors, on va prendre le cas de cette patiente, et là, en fait, c'est le corps physique qui va s'exprimer. Donc, en fait, une patiente vient à mon cabinet, c'est un cas précis auquel je pense, en fait, et je pose, alors, comme ça, elle est super, elle est ouverte, elle sourit, etc. On dit que tout va très bien, en fait. Bon, elle vient me voir je crois qu'elle vient me voir pour mal au dos ou autre. Et en fait, quand je pose mes mains sur son ventre, je sens un vide sidéral. Je ne dis rien parce que je sens bien que quelque chose d'important se joue là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle aussi va sentir ce vide. Elle va sentir que mes mains posées sur son ventre ne sont pas comme mes mains posées sur son thorax. Et donc, elle va être interpellée par ce vide, qu'elle va même visualiser comme un trou. Donc, d'une sensation physique, le vide, on va passer à un trou, une représentation mentale, qui va engendrer une émotion, la peur. Et tout d'un coup, elle va réaliser que cette peur, c'est la peur de l'homme. Elle a peur de l'homme que je suis d'ailleurs là, puisque c'est un homme qui la traite. Et tout d'un coup, elle se dit, tiens, je n'ai eu que des copains. Tiens, c'est bizarre, je n'ai jamais eu d'amant. Elle le sait, mais enfin, moi, elle l'avait un peu oublié. Et puis, elle est renvoyée à son adolescence. J'étais gymnaste. Et tout d'un coup, un souvenir revient, l'inceste par le père. Rien n'a été dit. Elle a cheminé toute seule à partir des mains posées sur son ventre et à partir du lien qu'elle a fait entre le physique, l'émotion et la pensée, et ce va-et-vient, hop, le vide, hop, mentalement le trou, hop, la peur, pof, et tout d'un coup l'homme, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, hop, et ça la renvoie à des souvenirs, elle chemine toute seule à partir du corps physique, elle est renvoyée par un toucher qui était au bon moment, au bon endroit, avec la juste intention à se souvenir de l'inceste par le père. La thérapie ne fait que commencer, mais là, on a une prise de conscience immense. Premier cas où c'est le corps physique qui s'exprime. Deuxième cas, le corps émotionnel s'exprime. Et je pense là à ce patient qui vient me voir, qui est asthmatique. Je pose mes mains et tout, j'écoute ses poumons, et puis au fond, mes mains sur ses poumons n'ont pas grand-chose à faire sur ses poumons, et mes mains s'en vont sur son cœur. À chaque fois, mes mains s'en vont sur le cœur de cet homme, et sur ce cœur, qu'est-ce que je sens? Eh bien, je sens quelque chose qui est verrouillé, qui est bloqué, comme une cage fermée, comme quelque chose qui ne peut être dit. Et c'est tellement prégnant que ça s'impose à moi. Cette sensation s'impose à moi. Et donc, à un moment donné, je ne peux pas faire autre chose que lui dire, écoutez, c'est marrant, mais je sens comme un non-dit dans votre cœur. Alors, mes mains sont posées sur son cœur, j'ajoute un mot, la place du verbe, là, juste un mot, un non-dit dans le cœur. Et là, paf, c'est l'explosion des émotions. Cet homme se met à pleurer. Il pleure, je le laisse pleurer. Et puis après, il me dit pourquoi il pleure. Mais il pleure parce qu'en fait, il va se marier avec la femme avec qui il vit depuis 25 ans. Il va se marier avec elle. Et en fait, depuis 25 ans, il est amoureux d'une autre femme à qui il n'a jamais avoué son amour, qui ne sait même pas qu'il l'aime. Et c'est le drame de sa vie. Donc, hop, juste les mains posées ont réveillé une émotion. Et là encore, c'est le début d'un travail. Donc, on a vu, par le corps physique, on peut aborder cette émotion. Par le corps émotionnel, ce travail psychophysique, on va dire. C'est d'abord ostéopathique du champ psychique. Par l'émotion, par la pensée aussi, de façon différente. On voit ici quelqu'un qui se présente en cabinet, il est dépressif. Donc, on connaît bien la dépression. Et en fait, je pose mes mains, et bien sûr, vous le savez tous, et je sens un cranial rhythmic impulse qui est à l'arrêt. Je sens qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de goût, etc. Donc, le foyer supérieur s'exprime entre mes mains. Le manque de désir, le manque d'élan s'exprime entre mes mains posées sur sa tête. Et par le corps, en fait, via le crânien, alors peut-être qu'aucun mot ne sera dit. Eh bien, on va relancer ça. Et en relançant ça, lui-même va changer que
va sentir que les choses changent. Il va sentir une dynamique qui renaît en lui. Donc, parfois, c'est le foyer supérieur qui s'exprime, sans même qu'il y ait de verbalisation. Et le travail peut se faire, vous voyez, sans parole aussi, uniquement par le senti. Dernier cas dont je voudrais vous parler, les personnalités borderline. Là, c'est très, très intéressant parce qu'en jouant entre le toucher, le senti et la représentation, on leur permet de reconnecter à une réalité. On les rassemble. Ce sont souvent des personnes qui sont éclatées. Le mental qui part dans mille directions, les émotions aussi, le corps physique aussi, le senti est perdu. Et tout d'un coup, on l'ancre, on le réaligne. Et l'ostéopathie avec nos mains, justement, par ce toucher qui a la possibilité de rassembler, si on en a la conscience, de rassembler le physique, l'émotion et la pensée, réaligne ces personnes. Alors, je pense à cette patiente qui s'automutilait, qui est venue me voir, et donc elle se scarifiait, elle s'automutilait, et je travaille à l'écoute de son poumon, et là me vient une image, une représentation mentale d'un couteau. Alors, je prends le couteau entre mains, ce couteau virtuel, je le prends entre mains, je le sens en fait. Et j'en fais part à ma patiente, et ce couteau me renvoie au père, à l'image du père. Et tout d'un coup, là, elle se souvient. Enfin, elle se souvient, elle le savait, mais elle l'avait oublié. Et elle se souvient de ce père violent qui s'engueulait avec sa mère à son sujet à elle, enfin, en prétextant qu'elle était, elle, enfant, petit enfant, l'origine du problème, alors que le problème, c'était bien sûr lui, le père, et qui foutait qui foutait la mère et le bébé hors de la maison, et le bébé, enfin, et donc elle passait 1 ou 2 jours SDF avec sa mère, et puis ensuite il revenait à la maison, enfin quelque chose, une histoire terrible en fait. Et en fait, elle se sentait responsable du fait qu'à un moment donné, le père mettait la mère dehors. Et mettait la mère dehors, pourquoi? Parce qu'il s'engueulait à propos de l'enfant. L'enfant n'était pour rien. Voilà. Et donc, en fait, là, on a trouvé une piste, on a mis un sens, en fait, sur cette autoscarification. Et petit à petit, on a pu réconcilier, parce que le but, bien sûr, c'est d'aller vers la résilience. Le but n'est pas simplement de lever des problèmes, mais d'aller vers la résilience. Et la résilience, on y va comment? On y va par le toucher, mais en jouant tout le temps entre le senti, l'émotion et la représentation. Et il y a un tas de techniques qui sont des techniques ostéopathiques, d'accord? Comme la technique de flux de Pierre Tricot. Je vais donc à la conclusion. L'ostéopathie rejoint la psychothérapie, elle la rejoint à travers le toucher, à travers le corps. Ça, c'est important. C'est le corps qui est l'acteur principal. Et dans ce corps, il y a l'expression du physique, de l'émotion et de la pensée. Et on sollicite aussi des comportements. On sollicite aussi un inconscient. On sollicite aussi la symbolique. Tout ça crée une dynamique, un va-et-vient entre les corps, une dynamique aussi entre le patient et le thérapeute qui est un fulcrum, et on chemine ainsi ensemble vers une résilience, vers plus de légèreté. On sait bien ce que c'est qu'un patient qui se lève et qui dit « Ah, je me sens léger parce qu'on a débloqué un sacrum, parce qu'on a réharmonisé l'ensemble de son appareil locomoteur. » Comme tous les patients nous disent ça, je me sens léger. Mais c'est pareil quand on travaille au niveau des émotions, au niveau de la pensée. Le patient, quand il se lève, il se sent léger. La différence, c'est que parfois, ça prend du temps et parfois, il faut travailler avec une régularité sur 1 an, 2 ans, parfois. Voilà. Ça prend du temps, mais par le corps, on peut vraiment faire un travail qui rejoint la psychothérapie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions. Est-ce que je traite des patients souffrant d'affections comorbides ou des patients qui signalent des problèmes de santé mentale? Alors, dans ma pratique, mais je soigne les patients qui viennent me voir. J'ai des enfants, j'ai des adultes, j'ai des personnes âgées, et puis j'ai des gens, oui, qui ont des problèmes, qui ont des comorbidités. J'ai des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui viennent même exprès me voir pour ces problèmes-là. Donc oui, j'accepte les gens qui viennent avec ce qu'ils sont. Ils viennent avec tout ce qu'ils sont.
Et oui, ils ont des comorbidités, parfois ils ont des problèmes de santé mentale, etc. Ce qui ne veut pas dire que ensuite je ne vais pas les aiguiller vers d'autres personnes si à certains moments donnés, j'estime que je ne suis plus compétent, que je ne peux plus les aider, car je ne prétends pas tout soigner. Mais j'accueille tout le monde et parfois, effectivement, mais parfois ce sera plus il faudra aller voir le psychanalyste, parfois il faudra aller voir le cardiologue, parfois il faudra aller voir, et puis parfois on restera ensemble, uniquement ensemble, ou parfois on restera ensemble, mais il y aura aussi la vie du psychiatre ou autre. Voilà. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il vient, je pense qu'il vient. Voilà. Et avec plaisir, et chaque rencontre est une rencontre unique. Alors, est-ce que je crée une autre question, c'est comment est-ce que je crée un cadre pour mes patients dans lequel les souvenirs traumatiques peuvent être traités? Alors, la réponse est un peu compliquée. Je ne crée pas vraiment de cadre comme la psychanalyse crée un cadre. En fait, comme vous l'avez compris, je surfe une vague, je suis à l'écoute. Le cadre, la justesse du cadre, en fait, c'est ma présence. C'est ma présence qui est proche d'une présence méditative, en fait. Une présence qui est ouverte, qui est dans la non-volonté, l'absence de volonté, qui est dans l'écoute, qui ne veut pas imposer, qui veut accompagner. Donc ça c'est un cadre qui est fondamental. Et c'est un cadre qui rassure énormément le patient. Le cadre aussi, c'est la qualité du toucher. Ça, c'est très important. Et le toucher, il varie tout le temps. De la même façon que quand on parle à quelqu'un, parfois il faut parler comme ça, puis parfois il faut parler très très doucement. L'intonation de la voix, la façon dont on engage le dialogue est très importante. C'est pareil avec le toucher. Donc, le cadre s'adapte tout le temps. Alors oui, il y a des fréquences. Par exemple, quand on aborde une problématique psy, ça peut être intéressant de décider de se voir régulièrement pour avoir le suivi, pour avoir le retour, etc. Régulièrement, c'est quoi? Souvent, c'est 3 semaines, par exemple. On se voit une fois toutes les 3 semaines. La durée de la consultation, bon, en théorie, c'est une demi-heure, mais il y a certaines consultations que je prévois plus longues. Il y a des consultations qui durent parfois une heure et demie, parce qu'il y a des approches très particulières, on les programme à ce moment-là. J'essaie de toujours informer le patient de ce qui va se passer, de ce qu'on va se faire, de ce qu'on va faire. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, en fait, parce qu'on n'en sait rien, mais de la façon dont on va travailler, pour que le patient ait le temps d'intégrer et après d'être prêt à jouer le jeu. Le patient ne se trouve jamais prisonnier et embarqué malgré lui dans un travail qu'il ne veut pas faire. Donc le cadre, c'est ça. Le cadre, c'est le respect du patient. Et puis le cadre, c'est tout le cadre que moi, je me suis imposé à travers le travail sur moi, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et je pense que c'est ça que ressent le patient. Le patient ressent le fulcrum. Et donc, il s'ouvre. Et donc, la question qui suit, vous me dites, quels éléments de la psychothérapie incorporez-vous dans votre traitement? Écoutez, alors, moi, j'ai fait une psychanalyse. C'est sûr que la psychanalyse m'a marqué, m'a façonné. Alors, je ne fais pas une psychanalyse avec mes patients, mais c'est sûr que dans mon comportement, dans l'écoute que j'ai, dans cette attention que j'ai sur la langue des oiseaux, j'ai cette présence-là, je pense. Mais je fais aussi référence parfois à la gestalt-thérapie, au travail qui est plus axé sur les émotions. Mais parfois, il y a des gens qui disent « c'est très marrant ce qu'on fait là, c'est proche de l'EMDR ». Alors, c'est une technique ostéopathique qu'on fait, mais qui sollicite les émotions, qui sollicite un trauma. Et « ah oui, mais tiens, ça me renvoie à l'EMDR ». C'est très marrant parce qu'il y a souvent des patients qui disent « ah, mais vous faites ceci, vous faites cela ». En fait, je fais ni ceci ni cela. Je fais esquisse présente avec les outils que j'ai
Parfois, on est plus dans quelque chose de comportemental, parfois, on est plus tourné vers les émotions, parfois, on est plus dans les profondeurs de la psychanalyse, toujours à travers le corps, toujours à travers le toucher. Mais effectivement, je jongle à travers différents outils qui sont inscrits en moi parce que je les ai pratiqués, parce que j'ai fait pas mal de choses pour moi aussi. Et dans l'enseignement que j'ai de ces pratiques, c'est ça qui déroute un peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de protocole. Je n'ai aucun protocole avec mes patients. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de cadre. Et ça peut surprendre, en fait, aussi les étudiants qui viennent travailler avec moi, parce qu'ils pensent qu'ils vont apprendre des techniques. Mais oui, les techniques, c'est bien, mais les techniques, il faut les dépasser. Ils vont surtout travailler sur eux. Ils vont créer leur référentiel. Ils vont rencontrer les émotions. Parce que, en tant qu'ostéopathe, quand je commence, je pose mes mains, il faut que je sente des choses. Alors, il faut que je sente la peau, il faut que je sente le muscle, il faut que je sente le tendon. Ah, ok, bon, d'accord, ça encore, ça va. C'est pas facile, mais ça va. Il faut que je sente un foie à travers le gril costal. Ah, c'est beaucoup plus compliqué déjà. Donc, j'ai tout un référentiel à construire autour du senti physique. Mais autour des émotions, mais c'est exactement la même chose. Il faut que je sente les mains posées, la tristesse. Il faut que je sente la peur. Qu'est-ce que ça me fait, la peur entre les mains? Comment je la sens, la peur? Donc, il faut déjà la rencontrer en soi, voir ce qu'elle fait en soi dans son corps. Et puis, mon référentiel à moi, de la peur, ça ne serait pas le référentiel de l'autre. Donc, il faut que je crée mon propre référentiel. Moi, la peur, je la sens comme un arrêt très froid, quelque chose qui s'arrête et qui devient froid. La tristesse, je la sens comme quelque chose qui dégouline, qui va de haut en bas et qui est très humide. La colère, quelque chose qui est radiant et qui dilate quelque part. La frustration, au contraire, quelque chose qui est très concentré, très resserré, etc. Et qui n'arrive pas à prendre son essor. Donc, il faut construire son référentiel pour accéder aux émotions. Alors, effectivement, je réponds un peu à l'avance à la quatrième question qui est comment est-ce que vous approchez, vous décodez les émotions? Eh bien, je les décode parce que j'ai appris. Et j'ai appris comment? En les rencontrant en moi et en les rencontrant chez le patient. Il y a un travail que propose Pierre Tricot qui est très intéressant, c'est de poser les mains sur un ballon de baudruche, d'évoquer telle ou telle émotion et de voir ce qu'on sent dans le ballon. Donc, c'est un peu comme apprendre à déguster les vins. Hein. Hop, il faut sentir le petit goût de la cerise, le goût de la banane. Enfin bref, je ne suis pas un œnologue. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, il faut construire son référentiel et c'est pareil pour le mental. Et c'est encore plus difficile peut-être pour construire un référentiel dans le domaine du mental. Alors, est-ce que je distingue les émotions supérieures et inférieures? Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Mais ce que je dirais, c'est que on a vu qu'il y avait une interaction. C'est-à-dire que le physique provoque des émotions, engendre des pensées. Les émotions provoquent des réactions physiques et des réactions du mental. Le mental provoque des réactions émotionnelles et des réactions physiques. On pourrait dire qu'il y a une émotion qui est plus archaïque, qui est l'émotion émotionnelle, l'émotion de l'émotion. C'est-à-dire que je sors de la maison, je me trouve face à un lion, j'ai peur. Et ça, ce n'est pas calculé, j'ai peur. Voilà, ça, c'est une émotion, je dirais, archaïque. C'est une émotion qui va peut-être me sauver la vie, à part que le lion, il faut que j'ose l'affronter de face et que si je m'en vais en courant, il va me sauter dessus. Mais bref, j'ai peur. Ça, c'est une émotion archaïque. Mais après, tous les jours, quand je sors de la maison, je peux avoir peur de rencontrer le lion. Alors ça, c'est une émotion, mais qui devient très mentale. Donc, c'est une émotion qui devient construite. Donc, il passe plus dans le champ du mental que dans le champ de l'émotion. Je peux avoir peur que le ciel me tombe sur la tête. C'est quand même très mental. Alors, c'est une émotion, mais c'est une émotion mentale. Voilà. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de considérer qu'il y a tout le temps cette interaction, ce va-et-vient entre le physique, l'émotion et la pensée, et que le lien, c'est nos mains, et que pour pouvoir aborder tout ça, il faut avoir construit un référentiel de senti dans le physique, dans l'émotion
dans la pensée. Et que le verbe, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de participer à ce congrès. J'aurais aimé pouvoir le faire plus en direct. Et je vous souhaite vraiment un très bon congrès. C'est un super sujet et c'est un sujet qui est passionnant et je suis sûr qu'il y aura des interventions passionnantes dans qui vont explorer plein de directions. Voilà, donc très très bon congrès à vous et merci beaucoup pour m'avoir invité.